Qui sommes-nous, au fond? C'est sans doute la plus vieille question du monde. Et en Inde, cette question a déclenché bien plus que de simples réflexions. Une véritable querelle intellectuelle qui secoue la pensée depuis des millénaires. Alors aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de cette fascinante controverse indienne du soi. Prenez une seconde pour y penser. Notre corps se transforme, nos idées changent, nos émotions sont un fleuve en mouvement perpétuel. Et pourtant, on a tous ce sentiment profond, tenace, d'être moi. La même personne qu'hier, la même personne qui a 10 ou 20 ans. Mais alors c'est quoi ce moi? Qu'est-ce qui, en nous, résiste à ce changement permanent? Eh bien, les penseurs indiens ont donné un nom à cette essence qui perdure, l'Atman. C'est le mot sanskrit pour ce noyau de notre identité, ce quelque chose qui reste malgré tout. Mais attention, le fait de nommer une chose ne résout pas le mystère. Au contraire, c'est précisément là que la grande querelle commence. Et ce n'est pas qu'un simple débat philosophique pour se faire plaisir. Non, l'enjeu est absolument immense, parce qu'il touche directement à l'expérience humaine la plus universelle, la souffrance. Pour toutes ces écoles de pensée, la réponse à la question « Qui suis-je » est littéralement la clé pour se libérer de l'angoisse existentielle. Et voici la ligne de fracture, le grand schisme. D'un côté, on a le bouddhisme qui nous dit « La cause de toute notre souffrance, c'est justement de croire qu'il existe un soi permanent. C'est une illusion toxique. » Et de l'autre côté, quasiment toutes les autres traditions indiennes qui rétorquent « Mais pas du tout, c'est l'ignorance de notre vrai soi, l'Atman, qui nous fait souffrir. » C'est l'un ou l'autre. Deux visions du monde, deux chemins de vie radicalement opposés. Pour lutter contre ce que le bouddhisme voit comme un véritable poison, la croyance au soi, il propose un antidote, le nairatmya. Ça veut dire littéralement le non-soi, ou le fait d'être sans soi. C'est un véritable entraînement de l'esprit, une pratique pour voir et intégrer l'idée que tout, absolument tout, est impermanent, et surtout cette fameuse illusion d'un jeu stable et solide. Mais attention, ce serait bien trop simple de résumer cette immense controverse à un match de boxe, le bouddhisme contre tout le reste. La réalité, comme souvent, est beaucoup plus complexe. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On pourrait s'imaginer un camp uni des partisans du soi. Mais en fait, pas du tout. Ce camp des pro-soi, pour reprendre les mots de notre source, ce n'est pas un bloc uni, c'est une véritable jungle inextricable de systèmes qui sont en compétition les uns avec les autres. Rien que pour avoir un petit aperçu de cette jungle, regardez cette liste. Mimamsa, Vaishashika, Nyaya, Vedanta, Sankhya, Yoga. Derrière chacun de ces noms, il y a un monde, un système de pensée ultra complet, avec ses propres textes sacrés, ses propres logiques et surtout, sa propre définition du soi. On est très loin d'une position unifiée. C'est un paysage intellectuel d'une richesse absolument vertigineuse. Le point crucial à comprendre ici, c'est qu'on ne parle pas de petites divergences de point de vue. Non, ces écoles défendaient des idées radicalement différentes, et même souvent incompatibles, sur la nature du soi. Leur seul point commun, c'était de dire « oui, un soi existe ». Mais sur tout le reste, c'était le désaccord quasi total. Pour rendre ça un peu plus concret, prenons un des plus gros points de conflit au sein même de ce camp des pro-soi. Une question fondamentale. Est-ce que le soi est un simple témoin, passif, qui regarde la vie se dérouler, ou est-ce qu'il en est l'acteur principal, l'agent? Alors, pourquoi cette question est-elle si importante? Pour le comprendre, il faut dire un mot du karma, le principe de l'action. En gros, chaque action que l'on fait engendre des conséquences, positives ou négatives, qui nous enchaînent au cycle des renaissances. Le karma, c'est le moteur de la souffrance. La question devient donc hyper critique. Si le soi est celui qui agit, alors il est responsable du karma. Mais s'il n'est qu'un témoin, qui agit à la fin? Ce tableau résume parfaitement le conflit. Pour une école comme le Sankhya, le soi, c'est la conscience pure, un spectateur totalement inactif. La libération, c'est de réaliser qu'en fait, on ne fait jamais rien. Pour le Nyaya, c'est l'exact opposé. Le soi est l'agent, l'acteur principal de nos vies. Et pour le shaivisme, n'en parlons pas. Le soi est l'agent suprême, libre et tout-puissant. On pourrait difficilement imaginer des visions plus opposées. Alors, on peut se demander pourquoi des débats aussi acharnés sur des points qui peuvent sembler si abstraits? Eh bien tout simplement parce que derrière chaque définition du soi, il y a une promesse, une proposition de chemin vers le but ultime de toutes ces philosophies, la libération. La libération de quoi? La libération du samsara, cette roue qui tourne depuis toujours, du cycle des morts et des renaissances, un cycle alimenté par la souffrance. C'est le grand problème existentiel qu'il faut résoudre. Ces philosophies ne sont donc pas des jeux intellectuels, ce sont des cartes, des plans conçus pour tenter de s'échapper de cette prison. Et au final, peu importe la réponse exacte, que le soi soit un témoin passif ou un agent tout-puissant, toutes ces écoles sont d'accord sur une chose, c'est la connaissance qui est la clé. Connaître la vraie nature de ce soi, c'est comme trouver l'interrupteur pour éteindre le moteur du karmayana et enfin sortir du cycle. Et finalement, toute cette querelle millénaire nous renvoie à une question très intime. Ce sentiment d'être moi, cet ego qu'on protège tant, ne serait-il, au fond,
qu'un simple masque? Et si c'est le cas, qui ou quoi se cache derrière? La question reste ouverte et elle continue de nous fasciner. Merci d'avoir suivi cette exploration.